c'est déjà difficile d'envisager l'auto-organisation dans les équipes. Mais alors, à l'échelle de toute l'entreprise, ça semble utopique. Pourtant, chez Scrum Life, on a l'intuition que c'est faisable et généralement souhaitable. Il existe des entreprises qui l'ont fait. Et justement, aujourd'hui, on va parler de Time for the Planet. Nous sommes avec Nicolas Sabatier, donc de Time for the Planet. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler de Time for the Oui, Planet bien sûr. rapidement? Je suis un des cofondateurs de Time for the Planet, sans vraiment, l'avoir cherché au début, je suis devenu créateur d'entreprise, c'est-à-dire que Time, c'est la quatrième à laquelle je collabore, sachant qu'à la base, jamais de ma vie, je m'étais dit que je créerais une entreprise. Voilà, donc comme quoi des fois, on arrive dans des endroits un peu en se laissant porter, par le vent. Le point commun, dans mes entreprises, c'est qu'à chaque fois, je cherchais à faire en sorte qu'il y ait un impact positif. Le premier, c'était des colonies de vacances, donc on essayait de faire la mixité sociale, c'est-à-dire que les enfants en situation de handicap puissent partir plus facilement en colo. Ensuite, j'ai monté un bar à bière où j'ai, testé, le management, enfin j'ai découvert le management, libérant et donc du coup, l'auto-organisation en équipe, la vitesse d'exécution, la j'ai déjà expérimenté pas mal de choses à une petite échelle. Ensuite, j'ai cofondé une houblonnière, donc de la culture de houblon bio pour, les brasseries et puis maintenant Time for the Planet. En résumé en une phrase, mais c'est bien évidemment complexe, Time, c'est, le fait de lutter contre le dérèglement climatique et la mission de Time for the Planet, c'est donc de détecter et de diffuser mondialement des innovations permettant de décarboner une partie de l'économie et pour ça, on transforme des idées, enfin donc des innovations, des nouvelles façons de faire en entreprise et ensuite on diffuse gratuitement l'innovation en donnant le droit à n'importe qui de pouvoir devenir notre propre concurrent. Comme ça, plus il y a de concurrents, plus il y a d'alliés contre le dérèglement climatique. Selon les principes du coup de l'open source. On partage la connaissance et on partage les améliorations et on diffuse et on diffuse. Souvent, on va nous dire que l'auto-organisation, bon bah c'est chouette pour les startups, au début, voilà, quand on est trois dans un garage, tout ça. Mais Time for the Planet, du coup, c'est combien de personnes? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement votre mode de fonctionnement? Bien sûr, alors il y a plein de chiffres à Time for the Planet. Il y a, le nombre de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on doit être autour de 250 000. On a, 37 000, actionnaires, très largement des citoyens, citoyennes. Il y a aussi, quelques entreprises, ONG ou collectivités et puis après, on va redescendre encore sur des strates. Il y a, les, actionnaires actifs qui sont surnommés les quarks chez nous. Donc c'est des gens qui viennent passer une formation parce qu'ils veulent, aider Time for the Planet. Là, on en a, quelques milliers si on compte les évaluateurs et les évaluatrices. On doit être autour de 5 000 6 000 personnes, voilà, qui sont actifs, en tout cas qui sont formés à être actifs. Qu'ils le fassent ou pas, c'est un autre sujet et puis après, on va avoir, une petite équipe de salariés et de fondateurs, qui travaillent, à temps plein, donc on est une dizaine. Et du coup, le mode de fonctionnement, comment est-ce que vous êtes organisé par rapport à tout ce monde-là et les différents types aussi du coup d'investissement des gens. Tu parlais de Quarks, de gens qui sont plus dans le staff, des choses comme ça. Voilà, par rapport à tous ces différents types d'investissement et aussi par rapport à les différents types de profils qu'il peut y avoir. Le nerf de la guerre dans n'importe quelle exécution, de toute façon, c'est le temps que tu peux consacrer à faire quelque chose et donc il y a deux grandes parties. On va dire un grand nombre de personnes, donc qui sont évaluateurs, quarks, enfin qui sont formés. Eux, en général, ils ont très peu de temps à donner, donc eux, le projet ne repose pas sur eux, mais je vais vous expliquer comment on arrive à travailler avec eux et du coup à amplifier, la Time for the Planet et puis à côté, les gens qui, au contraire, doivent utiliser tout leur temps quotidiennement, donc ça, c'est les salariés et les fondateurs de Time et on est une dizaine. Donc Time va avancer avec ce petit noyau de gens qui sont à temps plein et la communauté va venir amplifier, faire que le projet va aller plus vite, va être potentiellement plus beau aussi et toute cette communauté-là on a une organisation, assez atypique, qui existe, qu'on appelle la galaxie de l'action et toute celle-ci, le but, c'est que les gens, à la fois se sentent bien, trouvent leur place et en même temps soient complètement autonomes pour agir, sans nous reprendre du temps encore à nous, à structurer et organiser. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait cet effet d'aubaine qui arrivait de plein de gens qui voulaient nous aider, parce qu'ils voient un gros projet très enthousiasmant, à but non lucratif, pour quelque chose qui a du sens et l'impression qu'on a, c'est toujours de se dire quand on est à l'extérieur d'une organisation: «Ah bah, elle a forcément besoin de moi» ou «Elle a forcément besoin de coups de main». Et en réalité, c'est pas forcément le cas parce que quand tu dois tout d'un coup, tu as 100 personnes qui veulent t'aider, rien que prendre le temps de dire aux 100 personnes et de suivre et cetera, c'est compliqué.
en plus les gens vont, viennent, c'est encore plus compliqué. Donc si tu te reposes que sur, ces gens qui vont te donner des coups de main, en réalité, c'est pas très productif, ça marche pas très, très bien. Tu perds beaucoup d'informations, enfin, c'est très, très complexe et donc on a eu tendance au début à accueillir tout le monde, puis ensuite il y avait des gens qui disaient: «Ouais, mais il y a rien à faire». Alors du coup, après on a eu une deuxième phase où on disait aux gens on avait une formation pour ça où on leur dit: «Bah, on est désolé, mais il y a rien à faire, donc on peut pas t'accueillir. On préfère que tu te sentes pas mal à l'intérieur que de t'accepter, voilà, pour, juste pour dire: «C'est génial». Donc on leur disait ça, puis ça frustrait aussi beaucoup de gens et on a trouvé donc ce système définitif qu'on travaille, qu'on améliore en continu depuis plus d'1 an, qu'on appelle la galaxylation, qui permet ça, à la fois de se sentir bien, de toujours trouver une place. C'est très clair aussi sur les besoins et ensuite il y a toute une organisation qui s'autogère. Le but, c'était de faire, d'inverser les systèmes un peu pyramidaux, ou alors les organisations dans lesquelles, plus tu parles, plus tu existes et plus tu es quelqu'un et en fait ça sclérose de l'intérieur les organisations. Donc ça, je le voulais pas et c'était vraiment comment on inverse, cette espèce de rapport de force et on a trouvé un système où c'est, je fais donc je suis, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as plein de ressources à ta disposition et les gens qui réalisent et qui font des trucs deviennent un peu des héros et ça donne beaucoup de sens pour eux, et à côté de ça donc, le travail avec les salariés, les fondateurs qui se fait du coup, en quand même en connexion sur certains sujets, hein. Il y a une zone de contact. C'est pour eux, il y a des échanges qui se font. Mais nous, on se concentre, on va dire, vraiment sur, déployer Time for the Plan dans sa mission, donc sur la détection des innovations, sur les levées des financements. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui demandent énormément de temps en cumulé, en fait, et que tu peux pas déléguer. Voilà, c'est les 2 grosses structures. Est-ce que, peut-être tu peux, nous donner un exemple un petit peu de ce que donnerait le travail d'un quark justement, on va dire, pas le travail du staff, parce que bon, on peut s'en douter un petit peu, dans le sens, c'est peut-être un petit peu plus classique en tout cas, mais voilà, justement, comment ça se fait un peu concrètement, à quoi ça ressemble justement ce travail-là avec des gens qui ne font pas partie de l'entreprise, mais qui en font partie quand même? Sur le travail, des salariés et des gérants, il y a quand même des trucs rigolos, aussi en orga, mais on Mais alors passe pour vas-y, l'instant. n'hésite pas. Ouais, par exemple, je sais que j'aime bien de temps en temps, quand les gens voient, de l'extérieur tout ce qu'on déploie et tout, il y a 2 questions souvent qui les perturbent. Je dis: «Mais tu penses qu'on est combien?» Alors tout de suite, les gens se disent: «Bah, je sais pas, vous êtes, 40, 50», alors que non, on est une toute petite équipe de 10 et encore, c'est depuis quelques mois à peine. Mais il y a donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'exécution continue et avec, plein de systèmes, de petits logiciels, de no-code, d'automation et cetera et en fait, ça permet de travailler pour beaucoup plus, effectivement, en étant moins. Donc c'est très artisanal en réalité, le dessous. C'est très sérieux, hein, artisanal, ça veut pas dire que c'est pas sérieux, mais par contre, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes D et l'autre sujet souvent qu'on dit, c'est que tout le monde a cette impression que c'est ultra clair de où on va et ça l'est. Mais par contre, on fait quasiment jamais de réunion. Je pense que pendant, la première année et demie, on à nous 6, il y en avait quasiment pas. C'est-à-dire que pour nous, une réunion, si c'est juste pour redescendre de l'info sur où est-ce qu'on en est chacun dans nos chantiers, en fait, chaque heure de réunion, c'est 6 heures de non-exécution et le but, c'est que finalement, on ait chacun, nous les 6, des pôles très clairs. On sait chacun les chantiers sur lesquels ils bossent et si tu as besoin d'infos, tu vas la chercher. Mais sinon, on te convoque pas à une réunion pour te dire: «Ah bah, moi, j'en suis là», tu vois? Non, moi, ça concerne pas mon travail, donc là, tu viens de me faire perdre 1 heure de mon travail. Donc voilà, après, on a plein de chantiers, en commun croisés, mais on part toujours du principe que si tu as besoin d'une info, c'est à toi d'aller la chercher et il faut pas attendre qu'elle vienne et il faut pas se plaindre si elle vient pas. Donc on est dans l'essai-erreur aussi continu, dans le sens qu'on préfère qu'il y ait plein de choses qui soient tentées, essayées, même si ça marche pas, plutôt que de se mettre d'accord, que voilà, on va faire ce truc-là, on va le faire comme ça et puis en fait, ça marche pas plus parce que tu peux jamais trop savoir à l'avance. Donc on accepte aussi que chacun de nous, on fasse des conneries des fois et donc à ce moment-là, oui, on se refait une petite réunion, un point et on dit: «Bah, la prochaine fois qu'il y a ce cas-là, il va se traiter comme ça» et on se réaligne et on repart. Et bien évidemment, quand on discute régulièrement entre nous, mais ce point-là de réunion, il y en a quasiment jamais. Par rapport à ce que tu disais de ce côté de, si quelqu'un a besoin de quelque chose ou d'une info, ça implique aussi que vous soyez outillés d'une façon ou d'une autre. S'il faut que, pour avoir l'information soi-même, on doive déranger 3 personnes pour leur demander où c'est, le principe, se tue en lui-même. Donc le but, c'est aussi justement, c'est que les gens, ils ont accès aux informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas chacun a son doc et puis fait son truc dans son coin.
C'est si je veux une information, Ouais. je sais aller la chercher, quoi. Ouais, bah, on a un gros drive, hein, où il y a tout. Par contre, la réalité, c'est que comme on accepte tous que ça nous permet de gagner du temps, la responsabilité de l'autre côté, c'est d'être à la disposition de la personne qui te passe le coup de fil et qui vient chercher de l'info ou une mise à jour. Ce qui est extrêmement rare en réalité. Tu vois, moi je travaille pas avec les grands investisseurs ou sur la levée financière, tu vois? Donc, je suis de loin où ça avance et si un jour j'ai besoin de savoir, je sais pas, est-ce que vous avez échangé avec telle personne? Parce que moi, pour ma mission sur la communauté, j'ai besoin de cette info, je vais aller chercher et l'autre, il est dans l'obligation de me prendre du temps, enfin de me consacrer du temps. Mais par exemple, on est tous très différents sur la façon de, garder des notes, des traces, classer les choses et cetera et donc plutôt que de se prendre la tête en disant: «Bah, il faut qu'on fasse comme ça», on accepte que tout le monde fait à sa façon et l'info, en réalité, tu vas la chercher directement auprès de la personne et ça marche. Donc toute l'autre partie, comme je disais, donc ce qu'on appelle, la communauté, la galaxie de l'action, on insiste beaucoup sur de mettre au centre de la culture, déjà, le but, c'est de créer une culture commune quand tu veux que des gens, je pense, s'organisent et s'autogèrent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Et une culture, ça s'approprie, en théorie, sans formation. Il faut que tu arrives à la comprendre sans qu'on te le bourre le crâne avec. Donc ça doit être extrêmement clair et extrêmement simple. Donc notamment dans le cadre culturel, bah, il y a l'action. Chez nous, il y a quand on parle de faire des brainstorming, c'est presque un mème ou une private joke qui se déclenche derrière parce que, bah, il y a pas de place à ça. Tu peux en faire, hein, mais c'est pas du tout érigé comme un truc, important et cetera. On va considérer que ton idée, elle est forcément bonne, mets-la en œuvre directement. Ça, c'est la base et c'est pour ça elle est surnommée comme ça, la galaxie d'action. Le côté joie, le côté apéro, enfin, ce côté festif doit faire partie de ça. C'est-à-dire que pour se sentir bien dans un collectif, il faut passer des bons moments. Quand je dis apéritif, c'est pas se bourrer la gueule et se mettre des mines avec de l'alcool, mais c'est juste avoir des bons moments avec des gens, des moments de qualité, des moments de sincérité et à partir du moment où les gens sont en relation, se connaissent, ben, ils sont capables ensuite de travailler ensemble en autonomie parce qu'ils se font confiance et parce qu'ils ont envie de se rendre des services. Ça, tu peux le voir à n'importe quelle échelle de toute façon, les humains fonctionnent comme ça. À partir de là, on s'est dit, moi dans les organisations que je connaissais, où il y a notamment des bénévoles, des salariés, que des salariés, enfin bref, où tout est mélangé, comment tu arrives à faire toujours avec ces contraintes de temps, mais que tout le monde trouve sa place et que tout le monde se sente utile, enfin les gens qui veulent se sentir utiles puissent l'être. Et le but donc, c'était de dire: «OK, il va y avoir 2 temps et 2 organisations dans cette grande organisation». Que 2 parce que plus tu complexifies, plus c'est foireux. Une qu'on appelle les planètes, qui sont des petites communautés de personnes. En commun, elles ont soit une compétence métier, soit une situation géographique, soit une appartenance à une organisation déjà existante. Par exemple, on a la planète des photographes, la planète des vidéastes, la planète des relecteurs, la planète Canada, la planète Tourcoing, la planète Toulouse, la planète Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est des mini-communautés. Ces communautés, elles sont animées par des leaders qui sont en fait des animateurs. Eux, leur seule mission, c'est de créer justement des moments de convivialité entre les gens et peu importe ce qu'ils organisent. Il y a des gens qui ont organisé, bah, des apéros dans des bars, des restos, des soirées de jeux de société, des promenades pour ramasser les déchets, des visites de musées, de peu importe, tu fais vivre un bon moment aux gens. Ce qui fait que ces gens, du coup, se connaissent et l'autre cadre d'organisation, c'est ce qu'on appelle des comètes. Ça, c'est plutôt des équipes action. Je dis pas projet parce que c'est action, ils passent direct à l'action. C'est ces personnes-là, elles sont portées par, un leader, voilà, qui est une sorte de CEO de son action. Il va porter toute cette charge mentale de l'exécution et lui, il va être là pour réaliser une action, donc on définit comme une action, c'est forcément quelque chose de concret qui répond à un besoin. Il y a aussi cette culture qu'on fait passer autour de, t'embarques pas dans réfléchis 2 fois, est-ce que ça répond bien à un besoin? Parce que faire des outils ou faire, des trucs qui servent à rien, tout le monde sait faire, hein, mais c'est dommage, tu as dépensé de l'énergie et du temps pour rien. Et donc ces personnes-là, si je peux te donner des exemples très concrets, c'est très, très divers, hein, tu vois? On a un gars qui a fait un tour de France en vélo mobile et du coup, il y avait des gens qui l'aidaient à organiser les conférences dans les villes qu'il traversait, qui lui trouvaient des lieux de rencontre et cetera. Donc toutes ces personnes-là, bah, on appelle ça une comète. Une équipe action, c'est une comète et une mini communauté, c'est une planète. Et l'idée, c'est que ces comètes, ces équipes d'action, elles vont avoir besoin de compétences régulièrement. Par exemple, si toi tu te dis, bah, je sais pas, tu es à Tourcoing pour reprendre cette ville, je sais pas où tu es en vrai, mais heu, je veux organiser une conférence pour faire connaître Time for the Planet à Tourcoing, et ben, tu vas prendre la charge mentale de cette organisation et bah, à un moment, tu te dis: «Bah, il va me falloir 2 personnes pour l'accueil, ça pourrait être cool que j'ai un cuisinier, un photographe», et tu avances comme ça. Et l'idée, c'est que tu vas aller pouvoir piocher dans les mini-communautés ces personnes qui sont compétentes, qui vont répondre à ton besoin. Et pour ça, on a créé un autre rôle, parce que la définition de l'intelligence collective, souvent on zappe cette partie-là, mais elle m'a marqué moi. C'est le fait qu'on peut converger vers
un résultat commun, mais l'atteinte de ce résultat va dépendre de la qualité d'interaction entre les membres. D'où l'importance déjà qu'ils se connaissent et qu'ils soient liés, qu'ils se sentent bien. Et le deuxième, c'est comment tu fais une interaction de qualité. Et ça, c'est un autre rôle qu'on appelle le gluon, qui est une sorte de facilitateur, humain, donc en réponse au quark. Le gluon, sa mission, c'est de connaître tout le monde, d'accueillir tout le monde, de bien connaître les gens, savoir ce qu'ils peuvent faire, veulent faire, à quand, et cetera, toutes leurs contraintes. Et quand toi, dans ton organisation, à un moment, tu auras besoin d'un photographe, tu vas solliciter le gluon de ton équipe, le gluon de ta comète, et c'est lui qui va prendre cette charge mentale de te trouver la bonne personne. Et dans les planètes, il y a aussi des gluons. Donc tu auras un gluon de la planète photographe, tu auras un gluon de la planète Tourcoing. Et ben ton petit gluon de ton équipe, il va aller discuter avec ces 2 gluons-là pour te trouver la personne qui sait faire spécifiquement ce dont tu as besoin. Et ça, c'est une réponse, selon nous, d'organisation humaine à des systèmes de bases de données où tu as toujours une information qui est partielle. C'est-à-dire que si tu mets, oui, les photographes, bon, très bien, mais tu sais pas si tu sais faire du drone, tu sais pas quel niveau en photographie il a. Et en fait, réfléchir à l'avance à tout un tas de détails, c'est complexe et ça prend du temps et c'est pas très efficace. Donc nous, on accepte plutôt de se dire, ben, on va perdre de l'info, parce que c'est vrai que retenir tout parfaitement dans la tête, c'est complexe. Mais on a réussi des trucs de malades, en trouvant des gens dans les communautés, où des fois on va te dire, bah, je sais pas, on cherche à accéder à tel dirigeant de telle entreprise, je sais pas quoi, qui peut le connaître? Ah bah, j'ai accueilli un gars, c'est son cousin, tu vois? Il y a déjà eu des trucs comme ça et c'est fou et ça, dans une base de données, on n'aurait jamais pensé à poser cette question. Mais parce qu'ils ont passé un bon moment ensemble, c'est arrivé là-dessus et le hasard a fait que, c'est utile à la fin. Dans une entreprise traditionnelle, il y a aussi peut-être un des freins qui est l'implication, l'adoption des gens justement dans le pourquoi de l'entreprise. C'est-à-dire que là, vous avez une mission noble, etc. Dans une banque, dans les trucs comme ça, c'est pas forcément facile pour les employés de s'identifier là, et ce qui fait que du coup, pour les employés, l'objectif devient non pas l'objectif de l'entreprise, mais de gagner bien sa vie et puis d'augmenter dans l'entreprise sans que ce soit lié au but de l'entreprise. Du coup, dans ce type d'entreprise, qu'est-ce que tu conseillerais à un chef d'entreprise qui voudrait justement opérer un changement de culture vers l'auto-organisation, vers ce que tu décris, hein, de pousser les gens à être formidables. Est-ce que tu crois que c'est mort si on n'est pas né comme ça, ou bien est-ce que c'est possible de faire une transition? Je pense que ça l'est, mais qu'il faut une volonté effectivement du dirigeant et qu'il faut absolument qu'ensuite il switch tout son modèle. C'est-à-dire que si à la fois il veut devenir, je sais pas moi, la banque la plus cool de la ville, parce que c'est chiant une banque, mais qu'il veut que, je sais pas, les Lyonnais connaissent cette banque parce que, tout le monde est sympa, tout le monde est drôle, ils sont complètement déjantés dans leur com, enfin j'en sais rien, mais en tout cas voilà qu'on a envie que cette banque soit aimée. D'un coup, il se dit ça, c'est son challenge. Donc ça, je pense que ça peut motiver les salariés, parce que c'est cool en fait comme image, ils sont tous détestés. Ça peut arriver en tout cas. Et ben, je pense Alors, que on les déteste pas quand on en a besoin. je pense qu'en tout cas, à partir de là où le cadre il est fixé et s'il arrive déjà à incarner ça, c'est intéressant, mais il faut qu'il laisse de côté le côté courir après le plus d'argent tout le temps. L'argent doit être là dans l'entreprise parce que c'est ce qui va permettre de payer les gens, de développer, et cetera, d'investir dans tout ce qu'ils voudraient investir. Mais ça peut pas être l'un pour l'autre. Enfin, il y a un moment, où tu peux pas duper les gens qui travaillent en disant: «Je vous fais croire qu'on va être une banque, chouette et aimée, mais en réalité, c'est pour qu'on amasse plus à la fin». Je te prends un exemple, très personnel là-dessus, c'est sur le bar où effectivement, donc moi j'ai un bar-restaurant. L'objectif, c'est d'être un bar, mythique de Lyon, mais mythique, tu vois, ça fait mégalo et à la limite, on s'en fout complètement, mais tu as toujours, tu sais, cette notion de, «Tain, c'était le bar de quand j'étais étudiant», c'était dans ta tête, c'est un bar mythique. Mais ça, c'est le client, du coup, qui choisit. C'est pas toi, tu as pas la main là-dessus. Donc en fait, on s'en fout d'atteindre ou pas cet objectif. Mais on se dit: «OK, on va faire un bar où les gens se sentent heureux». Ça, c'est la mission des serveurs et des serveuses de l'Athénium et c'est vraiment ça, moi, en tant que dirigeant, sur lequel je me restreins. Parce que ça, ils ont la main là-dessus. Ils peuvent bien servir, choisir des bons produits, bien conseiller, et cetera. Mais si je leur dis: «Vous faites ça» et en fait, moi, je leur mets la pression derrière pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre, tout d'un coup, il y a un truc qui marche pas. Parce que ça, ils ont pas la main là-dessus sur faire plus d'argent. À part, braquer les gens, les menacer, les racketter, ça marchera peut-être une fois, mais c'est tout. Et donc du coup, bah, là, tu crées une espèce de dissonance dans la tête, à mon avis, des salariés et ça marche pas. Donc je pense qu'en tant que dirigeant, il faut vraiment se transformer et dire: «Voilà, moi je veux que mes salariés, les gens soient heureux» et cetera ou et tu te concentres là-dessus. Je relève, hein, vraiment dans tout ce que tu dis, l'importance d'avoir une mission, peu importe ce que ça veut dire, mais effectivement,
l'argent reste toujours essentiel dans le sens où c'est le carburant, mais le carburant qui permet d'atteindre la mission. J'aimerais évoquer ce qu'on appelle notamment les organisations opales, qui ont été notamment décrites par Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations. On en parle souvent aussi d'entreprises libérées. Est-ce que ça te parle, ces concepts-là? Est-ce que tu dirais que Time for the Planet, justement, c'est une de ces organisations-là? Quel parallèle on peut faire? Alors c'est particulier parce qu'en général, ces concepts s'appliquent plutôt, oui, à des relations de travail et donc avec des salariés. Donc pour l'aspect communautaire, en fait, je pense que oui, il doit y avoir une inspiration parce que, il y a ça repose beaucoup sur la confiance notamment, sur, le droit à l'erreur, sur le fait d'essayer, sur le fait d'avoir des gens qui ont des autorités de compétences et qui sont reconnus par leurs pairs comme les ayant. J'ai découvert, mais je sais pas vraiment, à part le nom, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais la douocratie, en fait, c'est vraiment un système où c'est ceux qui font, qui sont les locomotives, on va dire, ce qui sont inspirants pour les autres et pas celui qui possède un titre et un droit de contrôle sur les autres, le pouvoir de dire oui ou non. Et dans l'organisation Time communautaire, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai fait la chasse. C'est, les petits chefs, enfin, il faut surtout pas qu'ils apparaissent. Et le jour où ils apparaissent, il faut que la culture soit tellement forte que naturellement ils soient écartés. Ça, je pense que c'est oui, c'est une évidence. Et je pense que dans des grandes entreprises ou n'importe quel type d'entreprise d'ailleurs, ou administration, enfin, à partir du moment où tu as des petits chefs qui apparaissent, c'est un risque énorme pour l'intérieur des organisations, parce que du coup, ça joue des notions de filtre, ça peut casser des motivations, ça peut, en fait, ça peut te désorganiser par rapport à ta mission d'ailleurs. Ta mission peut être super bien, puis tout d'un coup, tu as ça qui vient se mettre au milieu, et puis là, ça te pète tout. Oui, voire ça peut s'amplifier. C'est-à-dire qu'en fait, la venue d'un petit chef peut mécaniquement en créer d'autres en réponse. En fait, des gens qui vont vouloir se protéger, voire protéger leur domaine, etc. Et donc agir de la sorte Ouais. et recréer ces silos et ces mauvaises pratiques. Et je pense, tu vois, ce que j'ai pu voir d'être un peu, des 2 côtés, à la fois chef d'entreprise, et salarié, c'est que, souvent, ou d'entendre, tu vois, mes potes, salariés, mais c'est que souvent dans des organisations, tu vas avoir tendance à relever des problèmes et à les subir. C'est-à-dire qu'ils sont jamais réglés, ils sont là et en fait, ils pourrissent ton quotidien, au travail et en fait, ça crée de la tension, mais même chez les gens, entre eux, puis donc du coup, tu vas te liguer contre le N+1, le 2, le 3, je ne sais quoi. On a tendance à déléguer à l'autre l'obligation de résoudre un problème et je pense que, alors oui, je pense quand même c'est au supérieur de régler le problème à la base, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi culturellement à se dire que les problèmes, il y en aura toujours, à accepter ça. Par contre, ce qui est pas acceptable, c'est qu'ils soient pas résolus. Mais à partir du moment où tu donnes des moyens aux gens de résoudre les problèmes, en fait, ils vont en résoudre plein déjà et ça va apaiser beaucoup. Et le jour où tu as du coup un très gros problème qui est pas vraiment, autogérable, et ben là, ouais, il faut que le manager il intervienne, qu'il vienne en appui, qu'il vienne aider, et cetera. Parce que lui, il a peut-être le levier financier, le levier de l'exécution, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut aussi travailler ce cadre-là, quoi. Les problèmes existent, il faut les résoudre, donnons de l'autonomie aux gens pour les résoudre, faisons-leur confiance. Ils connaissent leur travail, de toute façon, ils sont sur le terrain. Tu parlais du banquier tout à l'heure, en vrai, tu as pas besoin de le contrôler, il sait ce qu'il a à faire, quoi, tu vois? Oui, leur donner les moyens de faire leur travail aussi. Ben oui, oui, c'est ça. Si jamais les personnes ont envie de vous aider, de contribuer à Time for the Planet, comment ça se passe? Les 2 choses fondamentales dont Time a besoin pour réussir sa mission, c'est du financement et de la notoriété. Parce que si on reste qu'un tout petit projet, local ou français, on va passer à côté de plein d'innovations ou de créateurs d'entreprises qui pourraient accompagner ces innovateurs. Et puis si on a cette équipe qui est réunie, mais qu'on n'a pas d'argent pour les lancer, il va rien se passer. La première chose que vous pouvez faire, c'est en parler et devenir actionnaire. Ça, clairement, c'est l'aide la plus utile. Pour le reste, c'est pas parce qu'on a une grande mission qu'on a forcément plein de choses à vous faire faire. Donc il faut accepter, que ça il n'y aura pas une liste de choses à faire, mais que ça sera peut-être à vous de prendre des initiatives. Et pour ça, on vous propose donc une formation, qui s'appelle, donc la formation de la Galaxie de l'Action, où on vous explique toute cette organisation communautaire. Ensuite, on pourra vous inviter à rejoindre le Discord pour rencontrer d'autres personnes et cetera, rejoindre les communautés. Et puis il y a quand même plein de petites missions aussi que vous pouvez faire, un peu quand c'est toujours une contrainte de temps, hein, donc ça dépendra du temps des gens. Il y a un truc, tiens, si tu disais, pour finir, que j'adore, c'est il y a quelque chose qui s'est créé chez nous qui s'appelle le Care Center. Alors, le Care Center, on dit que c'est le seul call center au monde, où on n'est pas là pour te vendre des trucs. Et en fait, c'est des actionnaires actifs de Time, qui ont un temps, très variable, qui passent des coups de fil aux nouveaux actionnaires pour leur souhaiter la bienvenue et répondre à leurs questions.
et rien d'autre. Et du coup, ça donne un effet waouh incroyable parce que de l'autre côté, les gens, ils hallucinent, quoi. Eux, ils ont fait ça, à l'arrache un samedi soir, sur le canapé de la maison, ils sont devenus actionnaires et puis, 40 dans les 48 heures, il y a quelqu'un qui leur appelle et juste pour leur dire: «Merci, est-ce que tu as des questions?» et qui les aide, quoi. Et du coup, c'est fou et nous, ce qui est dingue, c'est que de temps en temps et ben, ça va tomber sur, une dirigeante d'une grande entreprise et puis quand on va la rencontrer, comme elle a eu un coup de fil 3 jours avant et que nous, on n'est même pas au courant parce qu'en fait, on peut pas tout suivre et ben, en fait, ça fait un effet waouh génial et on voit, en fait, cette, dialectique qui s'opère entre le fait qu'on a des dizaines de milliers d'actionnaires citoyens qui sont à la fois des clients, des salariés, de grands groupes qui, en fait, du coup, créent cet imaginaire de rassemblement, de collectif, d'énergie qui parfois se perd un peu dans des entreprises et qui se disent: «Waouh, mais moi j'aimerais bien faire partie aussi de ce truc-là» et eux, ils vont arriver avec, leur réseau, avec leur frappe financière et cetera et du coup, ça va aider et quand eux arrivent et ben, la communauté, elle se sent aussi utile parce qu'ils savent aussi que c'est grâce à leur action, leur mobilisation, ce qu'ils ont diffusé, ce qu'ils ont fait rayonner, et donc ça c'est très rigolo, le care center et les gens peuvent se former et passer les coups de fil et voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais partager avec l'audience de Scrum Life? Eh bien, ce que je pourrais partager avec, votre communauté, c'est le fait de toujours avoir en tête que les projets collectifs qui changent le monde, ils commencent rarement collectifs, mais du coup, ils ont chacun, et chacune le pouvoir d'en commencer un et à partir du moment où ils vont, commencer à partager leurs premiers résultats, il y a des gens qui vont les rejoindre, qui vont apporter aussi leurs compétences, les aider. Le projet deviendra donc collectif et du coup, il pourra avoir un impact dans le domaine, qu'il souhaite. Mais, c'est important que enfin, je tiens vraiment à expliquer ça parce que j'ai vu trop de personnes essayer de rassembler des collectifs et puis en fait, c'est épuisant, ça marche pas, c'est compliqué de se mettre d'accord, de savoir ce qu'on veut et cetera et ça peut freiner la mobilisation à vouloir améliorer les choses et donc en fait, si on accepte que ça marche aussi dans l'autre sens, tu commences tout seul et tu es rejoint par un collectif, je trouve que c'est beaucoup plus motivant et que ça donne, un peu espoir et surtout, bah, voilà, tout le monde a du pouvoir en soi et bah, garder ça en tête. Déjà, merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations, cet échange. Si ça te dérange pas, on propose aux gens de te contacter par LinkedIn ou autre. On mettra ton contact dans la description de la vidéo, bien sûr. Si vous trouvez ce type de vidéo utile, bah, likez-la pour nous dire à nous et à YouTube que vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça. Le feedback, c'est important. Et si vous découvrez l'agilité ou que vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous à notre formation gratuite. Vous êtes mes plus grands fans!